Le prix pour s'assurer contre la faillite de Nvidia a doublé en 10 semaines. 10 semaines, la société la plus rentable de l'histoire du capitalisme, 5 200 milliards de dollars de valorisation, près de 100 milliards de cash générés juste sur le dernier exercice, et le marché du crédit est en train de payer 2 fois plus cher qu'en mai pour se protéger contre sa faillite. Pendant ce temps, le titre en bourse, lui, il n'a pas bougé d'un millimètre. Deux marchés, une seule société et deux conclusions totalement opposées. Alors, je vais vous dire un truc avec un tout petit peu d'expérience. Quand l'actionnaire et l'obligataire ne sont pas d'accord, c'est très rarement l'obligataire qui se trompe. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une autre société, une vraie, qui est cotée en bourse, connue de tout le monde, qui a 638 milliards de dollars de commandes dans son carnet et qui crame 23 milliards de dollars par année. Du free cash flow négatif de 23 milliards. Et tout le monde continue de traiter cette boîte comme un champion. Sauf les ratings qui l'ont mis sur triple B- juste avant le Junk Bonds. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. On est le mercredi 12 août 2026 et je suis Thomas Bayer. Et je dois vous avouer un truc. Ce matin, en préparant cette vidéo, j'ai eu un espèce de moment de flottement. J'ai relu mes notes 2 fois par rapport à la séance de mardi et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de réécrire la même chose que j'ai écrit lundi. Ben non, c'était bien mardi, on parle bien de la séance de mardi, mais franchement, on aurait pu échanger les deux, personne n'aurait vu la différence, j'en suis pratiquement certain, parce que la vraie histoire du jour, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui ne s'est pas passé, et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors attention, parce que je vais vous annoncer une catastrophe. Hier, le S&P 500 a signé sa pire séance de baisse depuis le 29 juillet. J'espère que vous êtes assis parce qu'on a perdu 0,32%. Voilà. C'est un drame, un tiers de %. Le Dow Jones a laissé 184 points, le Nasdaq a abandonné 0,6%. Et ça, c'est devenu une information digne de la première page du Wall Street Journal. Et là, je vais m'arrêter 2 secondes parce que ça, il faut vraiment le comprendre. On est dans un marché où reculer d'un tiers de % est devenu un quasi-événement. 2 semaines de calme plat. Et le sommet de la violence boursière, c'est l'équivalent d'un pet de lapin dans une cathédrale. Les gens sérieux, ceux qui portent des cravates et qui passent à la télé, ils appellent ça un marché attentiste. D'abord, ça fait super pro. Et puis, c'est aussi parce que les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation. Bon, perso, j'appelle ça un marché qui a décidé une fois pour toutes qu'il ne baisserait plus jamais et qui cherche juste une excuse polie pour ne rien faire pendant 48 heures. Parce que la vérité, et ça, personne ne vous le dira à la télévision, c'est que ceux qui ont vendu hier, ils n'ont pas vendu par conviction, ils ont juste vendu par ennui. Et le seul secteur qui est monté hier, c'était l'énergie. Évidemment, à cause du pétrole. Gardez ça dans un coin de vos têtes, on va y revenir dans 2 minutes. Parce que pendant que la bourse fait la sieste, il se passe quand même pas mal de trucs dans la région du Moyen-Orient. Et là, franchement, on est dans du très 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 grand théâtre, de la grande comédie. Je suppose que vous connaissez la situation. Le détroit d'Ormuz est fermé depuis fin février. 20% du pétrole mondial, blablabla, 20%, etc. Ça fait 6 mois que le pétrole ne passe plus. On négocie, sauf que cette semaine, la négociation a atteint un niveau que j'estime historique, cas historique dans l'absurde. Téhéran a posé ses conditions, réparation de guerre, levée du blocus naval, dégel des avoirs, retrait des forces américaines de la région, la liste de courses complète comme quand on va à la Migros. On en a parlé hier et si vous avez un doute, retournez voir la vidéo d'hier, ça fera des vues. Et puis, alors lundi soir, Papy Trump a répondu sur son réseau social, en majuscule. Il a répondu qu'il demandait lui aussi des compensations à l'Iran pour les 50 dernières années. Bref, chacun réclame que l'autre paye d'abord. Alors on va traduire ça en langage humain, des gens normaux. On a maintenant 2 parties assises autour d'une table, chacune exigeant que l'autre sorte le chéquier en premier. Vous savez comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle un divorce, où les deux réclament la pension alimentaire. Et je peux vous dire, en connaissance de cause, ça peut durer quand même super longtemps. Surtout quand les deux sont absolument convaincus d'avoir raison, bien sûr. Même si à la fin, dans mon cas en tout cas, c'est quand même moi qui paye la pension alimentaire. Les 2 fois. Et puis alors, pendant qu'on se lance des factures à la tête, il y a un 3e larron qui a débarqué, le ministre pakistanais de la Défense, qui explique tranquillement à Bloomberg que les 2 camps sont proches d'une sorte d'arrangement. On parle plus d'accord, c'est une sorte d'arrangement. Je tiens à préciser que c'est le même Pakistan qui a négocié l'accord du mois de juin, celui qui a claqué 2 semaines plus tard. Mais dans tout ce cirque diplomatique, il y a quand même une conséquence très concrète et très chiffrable.
Le Brent est à 89,70 ce matin. 6e séance de hausse d'affilée, plus 6% repris depuis vendredi dernier. Mais oubliez le prix 2 minutes parce que le prix, c'est du bruit. Ce qui compte vraiment en ce moment, c'est le volume. Et c'est là que ça devient quelque part vertigineux. Avant la guerre, il transitait entre 125 et 140 tankers par jour dans le détroit d'Ormuz. Le flux de brut, lui, tournait à 21,6 millions de barils jour au dernier trimestre 2025, avant la guerre. Aujourd'hui, on est à péniblement 4,9 millions. Donc, si on fait le calcul ensemble, ça fait 16 700 000 barils par jour qui sont évaporés du circuit mondial. Tous les jours, depuis 6 mois. Et là, je sais que vous vous dites, ouais, mais bon, des millions de barils, ça veut rien dire. Vous avez raison, ça veut rien dire, alors on va le rendre beaucoup plus visuel. Un camion citerne, ça transporte 40 000 litres de fuel, ou d'essence, ou de pétrole, peu importe. Pour déplacer ce qui manque chaque jour, il faudrait 66 000 de ces camions. 66 000 par jour. Si vous les mettez par choc contre par choc, ça fait 1000 km de bouchons. Pire qu'à Genève, si c'est possible. 1000 km tous les matins. Un bouchon qui n'existe pas parce que ces camions-là ne roulent nulle part. Ce pétrole, il est tout simplement absent du monde tel qu'on le connaît. Et voilà donc l'anomalie du jour, celle que je trouve absolument géniale. Pendant que la planète entière parle de pénurie, les stocks de brut américains ont bondi de 9,1 millions de barils la semaine dernière. Très au-dessus des attentes. Donc si on résume, le marché a passé sa journée à acheter du pétrole sur la peur du manque et on apprend derrière que peut-être qu'il y en a un peu trop dans les stocks. Le prix à la pompe, lui, vous inquiétez pas, il va pas redescendre, c'est à peu près la seule constante et la seule certitude de ce métier. Du coup, je regarde la Mercedes électrique qui dort dans mon garage avec un tout autre regard que le dégoût habituel. Bon, maintenant, on attaque la partie où je vais essayer de vous garder éveillé avec les taux d'intérêt, parce que oui, l'obligataire, des fois, on dit c'est chiant, mais c'est là que se cachent les vrais trucs. Le 10 ans américain est monté à 4,73, plus haut depuis janvier 2025, il a repris 75 points de base depuis le début de la guerre. Mais le vrai signal, c'est pas lui, c'est le 30 ans. 30 ans, lui, il a tapé les 5,27. Vous savez, la dernière fois qu'on a vu 5,27 sur le 30 ans, c'était en 2007, juste avant que tout parte en sucette. Mais regardez la mécanique, parce qu'elle est assez propre. Hein. Le 2 ans, lui, il bouge pas, il reste collé autour de 4,22, ce qui veut dire, et c'est ça le message, qu'on n'a pas peur de la Fed, on a peur de la durée, on a peur de la dette, et on a peur de l'inflation importée par le baril. Et tiens, puisqu'on parle de dette, ce matin, la dette américaine, vous savez où elle en est ? 39 849 milliards de dollars. 39 849 milliards. La barre des 40 000, eh ben on va la franchir dans les jours qui viennent. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Et vous savez ce qui va se passer quand on la franchira, cette barrière des 40 000 ? Bah rien, juste rien, absolument rien. On en parlera 3 heures et puis après, on passera à autre chose. Alors aujourd'hui, tout le monde attend 14h30, le CPI américain, l'inflation du mois de juillet. Le consensus attend plus 0,1% sur le mois, 3,4% annualisé et le corps à plus 0,2%. Et là, tout le monde va réagir violemment, dans un sens ou dans l'autre, mais violemment. Sauf que, et là j'aimerais qu'on prenne 3 secondes de réflexion, ce chiffre-là, il décrit le mois de juillet. Un mois pendant lequel le baril est passé de 68 à 92 avant de finir à 83. Donc, on va passer l'après-midi à commenter fébrilement la photo d'un monde qui n'existe déjà plus. Et je serais curieux de savoir comment le BLS a réussi à caser cette montagne russe dans ses petits calculs, le tout bien entendu en tenant soigneusement compte des instructions communiquées par la Maison-Blanche. Mais bon, on va faire semblant d'y croire. Comme d'habitude. Bon, allez, maintenant je vais dire du bien. Ça m'arrive de temps en temps, pas souvent, mais ça m'arrive. Parce qu'il faut être honnête, ce qui tient ce marché debout, c'est ni la géopolitique, ni la Fed, ni les tweets, ce sont les résultats. Et les résultats sont excellents. Plus de 30% de croissance bénéficiaire sur le trimestre du mois de juin, 76% des sociétés qui battent les attentes, le meilleur taux depuis 5 ans, 10 secteurs sur 11 en croissance, et le plus intéressant, écoutez bien, on pourrait croire que tout ça, c'est grâce à la tech, grâce à l'IA, grâce au GPU. Que nenni, les sociétés non technologiques ont dépassé les attentes de 10% en moyenne, plus du double des géants de l'IA. Ce qui veut dire que la hausse est en train de s'élargir, que ça ne repose plus seulement sur 7 titres, et ça, objectivement, c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'ai dit du bien, j'ai été optimiste. Vous avez vu, je ne suis pas si négatif que ça.
Bon, maintenant, la mauvaise nouvelle. On revient à ce dont je vous parlais au début de l'émission, et là, il va falloir que vous suiviez parce que c'est le cœur même de la vidéo. Il y a un graphique qui traîne en ce moment sur les écrans, et il est 1000 fois plus parlant que tous les débats sur l'intelligence artificielle. C'est le coût de l'assurance contre un défaut de Nvidia, les fameux CDS. Alors très vite, pour ceux qui découvrent, un CDS, c'est une assurance. Vous détenez de la dette d'une société, vous avez peur qu'elle fasse faillite, vous payez quelqu'un pour vous couvrir. Plus le risque monte, plus la prime monte. C'est exactement le principe de votre assurance incendie. Fin mai, le CDS de Nvidia était à 41,6. Le 29 juillet, record absolu à 83,69 et ce matin, on traite autour des 78,80 pour une moyenne sur 12 mois à 48,80. Autrement dit, en 10 semaines, le prix pour se protéger d'une faillite de la société la plus rentable de la planète a doublé. Et pendant tout ce temps, le titre, lui, il n'a pas doublé, il a inchangé. Le monde est beau, l'IA va sauver l'humanité, tout va bien. Alors oui, ça s'est un petit peu détendu hier parce que Nvidia a annoncé qu'ils allaient faire porter le financement de l'IA par les 6 mastodontes de Wall Street plutôt que par son propre bilan. On en a parlé aussi dans la vidéo d'hier. Et le marché a trouvé ça hyper malin. C'est malin d'ailleurs, je dis pas le contraire. Mais regardez le dessin d'ensemble. Le marché des actions vous dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est bull market. Et le marché du crédit, lui, vous dit il a doublé la prime d'assurance incendie parce qu'il y a quand même un tout petit peu les jetons par rapport aux investissements qui sont liés derrière. Deux marchés, une seule société, deux conclusions opposées. Et il y avait un gérant obligataire qui résumait ça hier matin avec une formule que je trouve absolument parfaite. Il disait « Nous sommes en train de vivre des dépenses d'investissement de panique ». Des dépenses de panique. Et ensuite, il posait la seule question qui compte vraiment, qui paiera les pertes, en supposant qu'il y ait des pertes. Probablement les porteurs d'obligations, les assureurs vie, les détenteurs de polices d'assurance, c'est-à-dire vous. En tous les cas, une chose est sûre, ça ne sera ni BlackRock, ni Goldman Sachs. Et maintenant, la société dont je vous parlais au tout début, celle qui devrait vous faire réfléchir bien plus que Nvidia, Oracle. Le titre est en baisse de 26% depuis le 1er janvier, il a perdu plus de 40% depuis son sommet du mois de juin. S&P l'a dégradé le mois dernier à un cran au-dessus de la catégorie spéculative, autrement dit junk bonds. Elle est sur triple B-, autrement dit un cran au-dessus des obligations pourries. Le carnet de commandes, c'est 638 milliards de dollars, c'est magnifique, sauf que presque la moitié provient d'un seul client, OpenAI. Une société qui, elle non plus, ne gagne pas d'argent. Mais le meilleur, c'est le cash. Alors là, il faut prendre le temps de réfléchir, reposez votre café déjà, relisez tout ça avec moi tranquillement. Sur l'exercice 2026, le free cash flow d'Oracle s'est établi à moins 23,7 milliards de dollars. Négatif de 23,7 milliards. Donc on a une société qui affiche 638 milliards de commandes et qui brûle 23,7 milliards de trésorerie par année pour avoir le droit d'éventuellement peut-être les honorer. Les commandes, bien sûr. Oracle, c'est le type qui a rempli son congélateur pour 10 ans et qui a plus de quoi payer l'électricité du garage. Et pour financer la suite, eh bien, il compte lever 40 milliards l'an prochain, dettes et actions mélangées. Tout ce bricolage repose sur un seul concept un peu fou. OpenAI payera un jour. Peut-être. Mais c'est même pas sûr. Alors on récapitule parce que je veux que vous partiez avec la bonne image en tête quand même. Le marché refuse de baisser. Les résultats sont excellents et c'est vrai, mais le crédit, le marché des adultes, celui qui ne fait jamais la une, a doublé le prix de l'assurance sur le champion de la cote. Et il y a des sociétés cotées qui brûlent des dizaines de milliards par an en promettant que ça finira par rentrer un jour, le pognon. Alors je suis pas en train de vous annoncer un crash, bien sûr, j'en sais rien, personne n'en sait rien et je n'ai rien à y gagner. Je vous dis juste que quand deux thermomètres branchés sur le même patient affichent deux températures différentes, en général, c'est pas le thermomètre optimiste qui a raison. Allez, on termine avec une dernière petite news, trop belle pour l'oublier, celle-là. Hier, Trump Media, la maison mère de Truth Social, a chuté de 5% avec une perte trimestrielle creusée à cause des cryptos. Mais, dans le même communiqué, fièrement, la société a tenu à préciser que plus de 10 clients se sont abonnés à leur nouveau flux en temps réel des principaux comptes de réseau. Plus de 10. Bon, pas 10 000, pas 10 millions, plus de 10. Donc, voilà, c'est officiel, le concept de l'insider trading payant suit tranquillement son chemin et la prochaine fois que Trump racontera une connerie qui fait bouger les marchés, souvenez-vous qu'il y a au moins 10 mecs sur cette planète qui ont payé pour le savoir avant vous. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on like, on partage, on commente et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain, passez une très belle journée. Allez, bye bye!
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.